Hey, salut tout le monde, ici Jeff. Et Steve, et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, Steve, on se retrouve pour parler d'une panoplie de jeux et on est convaincu que dans cette panoplie de magnifiques jeux-là, il y en a un qui va vous plaire. C'est certain parce qu'on touche vraiment à plein de volets. Exemple, un roll and write, un jeu lourd, un jeu familial, un 2 joueurs. Donc, si vous ne trouvez pas votre compte là-dedans, là, il va y avoir un problème. Ben oui, changer de hobby, Colin. Tout ça dans une Tout ça dans une ambiance décontractée. Fait qu'on se retrouve après l'intro et on jase de ça. Exact. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des deux pions. Alors, Steve, on va starter ça avec un jeu qui est très, très accessible, un jeu qu'on pourrait mettre dans la catégorie des gateways, des jeux d'introduction. Mais juste avant, mentionner que les 5 jeux qu'on va discuter aujourd'hui sont une gracieuseté d'Asmodée Canada, qu'on remercie énormément d'ailleurs. Ça nous permet de vous en parler. Exactement. Et c'est quoi le premier jeu, Steve? Il s'agit de Projet L. Oh, wow. Moi, personnellement, ça, c'est un jeu qui m'a agréablement surpris. J'ai joué une première partie, puis ça a fait « Oh, wow, j'aime ça ». Le petit déclic qu'on aime donc avoir. Oui, c'est ça, tu sais, un genre de jeu que moi, j'avais pas dans ma ludothèque de ce genre-là. Ça reste un polyomino. Ouais. Hein? Mais... Oh, il y a un Tetris, là. Oui, mais on dirait que là, c'est un vrai Tetris, on dirait. Oui, c'est vrai. Peut-être par les couleurs. Très épuré, hein? Très épuré. C'est comme tu as des petites cartes à remplir, tout ça. Écoute, juste peut-être en introduction, dire que c'est un jeu qui est fait par 3 auteurs qui ont fait un autre jeu ensemble, mais pas plus. Donc, ils n'ont pas une énorme quantité de jeux derrière eux. Et ça a commencé aussi par un Kickstarter qui a connu quand même pas mal de succès. Et le Kickstarter venait dans une très grosse boîte. Mais après ça, ils ont mis ça sur le marché en vente, en retail, là, dans les boutiques, avec une petite boîte bien sympathique, toute noire, qui a l'air un peu de rien, honnêtement, quand tu regardes la boîte. Là, ça dit pas grand-chose, mais quand tu rouvres ça, les polyomino, tout en plastique comme on aime, là, exact, sont fun à manipuler, des belles cartes à remplir. Les doubles layers de tes cartes, tu sais, que tu mets dedans. Écoute, très très rapidement, Steve, je pourrais expliquer comment ça joue. C'est vraiment très très simple. Tu vas avoir 2 rivières de carton, à peu près ça de gros, avec des formes dedans qui vont être à remplir avec les polyomino que tu vas avoir. Puis à ton tour, tu peux soit prendre un petit polyomino de 1 par 1, ou améliorer ce polyomino-là vers une forme un peu plus grande, fait qu'un 2 par 2, par exemple, un 2 par 1 plutôt, ou un 3, un 4 morceaux. Ensuite, l'autre action que tu peux faire, c'est évidemment remplir tes cartons, mais tu peux juste, pour une action, tu as 3 actions à ton tour, pour une action, tu peux prendre un de tes polyomino puis le mettre sur une de tes cartes. Mais tu as une autre action aussi qui s'appelle le coup de maître que tu peux faire une fois dans ton tour, qui est de mettre un polyomino sur chacun de tes petits puzzles, chacune de tes cartes à remplir. Donc, ça permet... C'est très, très simple. Tu vois, là, j'ai expliqué à peu près tout le jeu. Là. Puis juste termine quand une pile est complètement... La pile est complètement... est toute mise, ben là, la partie se termine. On termine, on joue un tour supplémentaire, puis c'est fini après. Fait que c'est extrêmement simple, ça joue très, très bien avec des gens qui connaissent peu les jeux de société qu'on veut introduire. On y a joué dernièrement. C'est quand tu complètes une carte, mais tu as toujours un petit bonus. Exemple, j'ai complété une carte, je la garde parce qu'elle vaut des points, et elle va me donner un polyomino supplémentaire pour ma carte. Donc, c'est là qu'on se ramasse avec beaucoup plus de polyomino pour pouvoir compléter, parce qu'il y a certaines cartes qui sont plus gros à compléter, l'espace est plus grand, donc ça te prend plus de polyomino. Il y en a qui valent moins de points, tu es rempli plus rapidement, mais ça te permet d'aller chercher tes petits bonus pour te remplir un peu, d'avoir plus de polyomino pour faire tes grosses cartes. Donc, exactement, puis des formes différentes qui vont te permettre de réussir tes puzzles un peu plus facilement. Écoute, c'est un jeu qui sort tellement bien. On est allé dernièrement à La Revanche pour l'anniversaire de ma plus jeune fille. Puis, tu sais, La Revanche, c'est quand même une place bruyante. C'est un pub ludique, fait qu'il y a du monde qui jase, qui joue. On mange, on boit. On a été capable de jouer à ce jeu-là parce que c'est pas compliqué, c'est facile, c'est rapide, ça prend pas trop de place, puis ça joue très, très bien. Donc, je pense que tu as raison, Steve, là, de dire que c'est un très, très bon jeu d'introduction. Puis on a aimé ça, les deux. On a vraiment adoré ce jeu-là. Je pense que y a beaucoup de monde qui aime les jeux de polyomino. Celui-là est comme dans sa plus simple expression. Puis il est rapide. Fait que pour moi, là, il touche la cible là, en termes de jeu d'introduction. Oui, tu sais,
Isle of Cat. J'ai, Garden, Cottage Garden. Cottage Garden. Fait que tu sais, tous des jeux de polyomino. Patchwork. Puis celui-là, je m'en départirais pas. Tu sais, je trouve justement, c'est sa simplicité qui est hot, ce jeu-là, je trouve. Mais là, Steve, on a reçu juste une boîte, puis moi non plus, je ne vais pas m'en départir. On va faire quoi? On a une boîte à deux. Partagée. Garde partagée. Un autre en garde partagée. Non, tout à fait. Si vous cherchez un jeu d'introduction, un jeu pas compliqué, puis vous aimez les polyomino, je pense que c'est un jeu vraiment à regarder qui mérite votre attention. Oui, exactement. Yes, hey, on passe au suivant, puis là, Steve, on passe vraiment d'une extrême à l'autre. On parlait de jeu d'introduction, là, on va aller dans le jeu très complexe, très lourd, avec beaucoup de règles, mais un beau gros jeu. Oui, exactement, tu as la boîte derrière toi. On parle de Great Wall, et c'est un autre jeu, c'est un jeu d'Awaken Realms qui fait des très beaux jeux de figurines, des très gros jeux, des jeux d'ambiance vraiment intéressants. Et c'est un autre jeu qui était sur Kickstarter. Ouais. Nous, on n'avait pas la version Kickstarter. On a joué avec la version de base. Exact. Moi, j'ai joué aux deux versions. J'ai joué avec la version Kickstarter et j'ai joué avec la version de base. Je te dirais, la grosse différence, c'est la quantité d'extension puis tout ça. Et le plastique, oui, parce que dans la version retail, tu vas avoir des meeples en bois pour les troupes. Dans l'autre version, tu as les figurines. Les figurines sont écœurantes, sont vraiment, vraiment belles. Tu as des créatures aussi qui viennent un peu t'aider en arrière du mur. Puis tu as toutes les troupes, tout ça sont vraiment belles. Par contre, le jeu, vraiment identique, là, on va vous parler un petit peu du jeu, là, si c'est votre genre de jeu que vous aimez ça, arrêtez-vous pas à dire « Ah, j'aurai pas les figurines, je vais moins aimer ça ». Allez pas voir les figurines, parce que pour certains qui ont goûté aux figurines, puis là, ils voient le jeu avec les meeples, c'est un choc pour certains, là. Mais moi, j'avais pas vu le jeu avec les figurines, fait que moi, j'ai vraiment... pris le jeu tel qu'il était, puis c'est du solide. C'est du solide quand même. Exact. Mettons qu'on explique rapidement c'est quoi le jeu. Là. C'est très simple. Dans le fond, on incarne les Chinois qui ont fait la Grande Muraille de Chine et on se défend contre les invasions mongoles. Ouais. Et l'objectif, c'est de survivre un nombre de jours ou d'années plutôt, ouais, exactement, de survivre à ça, tout en gagnant un maximum d'honneur. Donc, on est tous un peu ensemble, mais on est tous aussi un petit peu un contre l'autre. Fait qu'on va essayer de réussir à ne pas se faire brécher, à ce qu'il n'y ait pas de brèche plutôt dans le mur, parce que sinon, on pourrait perdre la partie ou perdre de l'honneur. Puis, à la fin de la partie, si on a réussi à repousser l'envahisseur, celui qui a le plus de points d'honneur remporte la partie au-dessus de tous les autres. Donc, c'est un semi-coop, là, si on veut. Puis, on a un peu de worker placement pour aller chercher les ressources nécessaires pour construire notre mur. Après ça, il y a d'autres ressources pour s'acheter des troupes, pour pouvoir défendre le mur, parce que c'est pas juste d'avoir un mur, c'est de le défendre en plus. Exact. Vraiment une belle dynamique. Oui, le principe est le fun. Quand tu fais les attaques sur les troupes qui t'envahissent, chaque carte mongole va avoir des carrés répartis un peu différemment. Puis tes troupes vont prendre un certain nombre de ces carrés-là selon la grosseur de la troupe. Fait que quand tu attaques la carte, la troupe, tu vas aller mettre par exemple un cavalier qui occupe 2 ou 3 cases. Tu vas pouvoir le placer comme tu veux pour aller faire des points de blessure à la carte, mais aussi récolter des ressources ou des points d'honneur, des choses comme ça. Donc, c'est en allant placer les troupes sur la carte, à un moment donné, quand elle est pleine, il y a les archers qui tirent de loin aussi, qu'on va mettre des gouttes de sang. Puis quand la carte va être pleine, la troupe va être tuée. Et le joueur qui va avoir eu la plus grande participation sur cette carte-là va remporter la carte, puis ça va lui donner des points d'honneur à la fin de la partie. Je pense que sommairement, c'est pas mal ça, Steve. Oui, il y a d'autres règles. Il va y avoir des conseillers aussi qui vont venir nous donner des petits pouvoirs spéciaux. Des extensions, des monstres. Oui. Il y a vraiment... Il y a beaucoup de choses. Exactement, c'est en plein ça. Tu peux jouer. Nous, on a joué. Moi, j'ai joué avec Vanille. J'ai joué aussi avec les tours, la poudre noire, le poudre canon, je pense. Je ne me souviens plus du terme exact. Puis avec les créatures aussi mythiques. Il y a beaucoup de choses. Là. Vous pouvez commencer ça plus tranquillement avec le jeu vraiment Vanille là, pour essayer un petit peu les mécaniques, comprendre le jeu. Puis après ça, vous rajoutez des modules qui vous tentent un petit peu dans la partie. Puis vous pouvez rendre ça quand même assez lourd, assez complexe. Mais comment tu as trouvé ça, Steve? Je dirais que la première partie, c'est vraiment de l'apprentissage. Ce qui est dangereux dans ce genre de jeu-là, c'est d'avoir une opinion à sa première partie.
Je l'ai trouvé quand même pas évident là, comme première partie. Puis, je pense que moi, je l'ai essayé à 2 joueurs. Dans le fond, je l'ai essayé avec toi. J'ai moins aimé à 2 joueurs qu'à plusieurs joueurs parce que là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans un endroit pour récolter, quand tu es tout seul, tu peux pas activer l'habilité. Il faut qu'il y ait plus qu'une personne. Donc, ou tu peux mettre une pénalité. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus tannant. Je dirais qu'il est plus intéressant. On dirait que son sweet spot, là, mettons, ça serait 3 joueurs. 3 joueurs, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué à 4 et j'ai joué aussi à 2. Je pense pas que j'ai joué à 3. J'ai joué à 4 à chaque fois. C'est sûr que c'est un jeu qui est long, hein, on s'entend. Là, c'est un gros jeu. Tu sors ça un après-midi, puis ça va te prendre 2-3 heures. Surtout si tu rajoutes des modules, s'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils jouent, tout ça. Mais oui, effectivement, à 4, il y a plus d'interaction. Puis il faut savoir aussi qu'il y a des cartes. Les actions vont être faites avec des cartes, puis chaque carte d'action va permettre à tout le monde d'effectuer une action aussi, ce qui est quand même très intéressant. Bien. Oui, exact. Puis aussi, ce que j'aime, tu sais, un des petites choses que j'aime bien du jeu, c'est vraiment les personnages qui sont toujours différents à chaque fois, qui te donnent une habilité supplémentaire quand tu le recrutes. Ouais. Des conseillers. Oui. Des conseillers. Ça, j'aime ça. Ça, c'est une petite affaire, souvent dans les jeux qui modifie ta partie selon les cartes que tu as, puis qui va changer un peu ta track, comment je pourrais dire. Là. Fait que ça, j'aime ça dans ce genre de jeu-là. Qui va te donner une ligne directrice, c'est le terme que je cherchais. Exact. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que je pense que le jeu a quand même certaines failles, il y a certains éléments qui auraient pu être faits différemment pour faciliter un petit peu, pour améliorer la fluidité. Je te dirais, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le livre de règles. Il y a beaucoup de règles, c'est un peu fiddly. Ça a été difficile à bien assimiler. Mais après quelques parties, il n'est pas si complexe que ça. C'est juste de bien comprendre toute l'interaction de chacune des actions, comment que ça se passe. Ça. Une fois que tu as bien compris ça, il joue de mieux en mieux. Puis c'est là où tu apprécies de plus en plus le jeu. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la boîte vient avec plein de modules. Je pense entre autres, il y a un module qui est Gengis Khan, qui change vraiment vraiment l'ambiance un peu. Puis là, c'est Gengis Khan qui t'attaque, puis tu essaies de tuer Gengis Khan ou de le repousser à tout le moins. Fait que, tu sais, ça, c'est un aspect que j'ai aimé, c'est qu'il est très, très, très modulable. Ils sont très forts là-dessus à Awakened Realms. Là, tu peux toujours rajouter tout plein de modules, tweaker la game avec ce que tu as envie de faire cette journée-là. Tu veux une partie un peu plus rapide avec moins de modules, tu joues au jeu de base. Tu veux la grosse affaire complexe, tu mets les tours, les monstres, Gengis Khan, puis là, Hawaii t'embarque tout le stock, puis là, tu joues pendant 3-4 heures tout un après-midi. Tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Moi, ça m'a pas trop buggé. Je sais pas, toi, tu dis allez pas voir, mais moi, ça m'a pas trop buggé d'avoir soit les jetons en bois ou les figurines. C'est sûr. Puis on a publié sur notre page Instagram puis Facebook, là, j'ai des photos quand j'ai joué avec le gros Kickstarter de mes amis. J'ai publié des photos des figurines. Ça, écoute, c'est malade, c'était écœurant. Ça rajoute, c'est certain, à l'ambiance. Mais si c'est un genre de jeu qui vous intéresse, arrêtez-vous pas à « j'aurais pas de figurines ». Mais un coup que t'es... Il est intimidant, mais un coup que tu es dedans, je trouve que c'est un jeu qui coule bien. Tu sais, tu places, tu ramasses tes ressources, tu construis un morceau de mur, puis après, mettons ta wave, tu calcules, voir si tu te défends. Puis je trouve qu'il a l'air intimidant. Moi, en tout cas, c'était ça la première impression que j'avais avant que j'aille commencer à jouer. Puis un coup que tu embarques dedans, ça va bien, je trouve. Oui, puis il y a certains éléments de stratégie puis d'interaction qui sont intéressants. Tu sais, je n'irai pas là parce que si je vais là, je vais lui donner la chance de faire une action ou je vais lui donner un bonus. Quand on ramasse des ressources, on peut donner des ressources à une espèce d'entrepôt commun où la personne après toi, par exemple, pourrait ramasser ces ressources-là pour l'aider à faire une portion du mur parce que le but, c'est de construire le mur aussi. C'est d'ailleurs une des conditions de fin de partie. Fait que tu sais, tu t'aides, puis en même temps, tu veux pas trop t'aider parce que tu veux que ce soit toi qui ramasse les honneurs sur le champ de bataille. Fait que j'ai bien aimé ce volet-là. J'ai aimé les cartes d'action qui te donnent une action. C'est quand même pas facile. Là. Tu sais, moi, je pourrais faire ça, mais en même temps, je vais permettre à tout le monde de faire cette action-là aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis peut-être pour en revenir avec ce que tu dis à 2 joueurs, c'est sûr qu'à 2 joueurs, en partant, on sait que c'est pas la condition idéale parce qu'on joue avec un 3e joueur, une espèce de bot là, qui va nous jouer avec nous autres aussi. Donc, c'est jamais les configurations idéales, mais ça se fait, c'est faisable. C'est faisable. Pour ça. Mais je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, c'est là où il va chercher le maximum de son potentiel. Fait que si vous cherchez un jeu plus lourd avec de la viande, si vous êtes habitué au jeu d'Awakened Realms, vous ne serez pas trop perdu avec celui-là. C'est encore un peu dans le même style.
c'est peut-être un jeu pour vous à ce moment-là. Allez vous renseigner, allez voir ça, puis je pense que vous pourriez y trouver votre compte. Fait que Steve, pour notre prochain jeu, je te ramène encore une fois d'une extrême à l'autre où on avait un très gros jeu là, et là on s'en va vers un petit roll and write qui est à sa deuxième version. On parle ici de Trek 12 Amazonie. Aujourd'hui, on va vous parler d'Amazonie, mais c'est la même chose pour Trek 12 Himalaya qui était le premier de sa catégorie. Et c'est un c'est un jeu, oui, de Bruno Catala et de Corinthien Lebrat, qui sont des auteurs quand même aguerris, je pense, qui se passent de présentation. Ouais. Et c'est un roll and write qui vient dans une boîte quand même assez intéressante. Ça aurait pu être plus petit parce qu'on s'entend dans le jeu, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Un 2D, des crayons puis un pad de feuilles. Ouais. C'est tout ce qu'on a besoin pour jouer au jeu. Mais pourquoi cette boîte-là est grosse de même? C'est parce que tout au long du jeu, on va avoir des objectifs à réaliser ensemble. Et si on réussit à faire ces objectifs-là, on va débloquer des enveloppes secrètes. Un peu Legacy. Un petit peu. Oui, Legacy rejouable. En fait, c'est plus évolutif. Je dirais évolutif. Exactement. Comme par exemple, ici, si tu réussis à faire 12, je ne dirais pas quoi, ben tu peux ouvrir l'enveloppe et aller voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Et ça, Steve, là, on aime ça, ces affaires-là. Inquiétez-vous pas, on ne fera pas de spoiler. On ne divulguera pas. Mais ce qu'il y a dans la grosse boîte, là, je pense, c'est... Ah! Non, je le dirais. J'allais le dire. Non. On ne fera pas de spoiler. Écoute, j'explique le jeu là, très, très, très rapidement. C'est vraiment simple, vous allez voir. À son tour, n'importe qui peut rouler les 2D. Les 2D ont des chiffres qui vont de 0 à 5, je crois, où il y a peut-être des 6, mais il n'y a pas tous les chiffres sur chacun des dés. Et ça va nous donner un combo de chiffres, par exemple un 3 et un 4. Et avec ça, on a une série de cases à cocher dans lequel on va faire un choix avec ces dés-là. Fait que par exemple, on peut prendre le dé avec la plus haute valeur, le dé avec la plus faible valeur. On peut additionner les deux dés pour avoir une valeur. On peut multiplier les dés. On peut les soustraire aussi. Fait qu'on choisit ce qu'on décide de faire. Par exemple, je pourrais faire une soustraction. 4 moins 3, ça donne 1. Et là, je vais aller placer le 1 sur ma carte. Ici, on parle de l'Amazonie. Donc, je vais aller placer mon 1 sur la carte de l'Amazonie dans une case libre. Et après ça, on commence où on veut, sur les côtés. Et après ça, on va pouvoir s'étendre tranquillement en suivant toujours là, les chiffres qu'on a mis. Puis il y a certains éléments qui vont venir changer les règles au cours de la partie. On va faire des découvertes, on va avoir des bonus si on a, par exemple, des 5, si on roule beaucoup de 5, puis on écrit beaucoup de 5 sur notre carte, mais on va pouvoir débloquer des cartes secrètes qui vont nous donner des points, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est de faire des chemins de corde qu'on appelle, c'est-à-dire d'avoir des suites de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, et ça va nous donner des points. Comme par exemple, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça va donner le plus gros chiffre, 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Le total de ça va être une valeur pour ce chemin de corde-là. Je vais faire la même chose pour toutes les autres. Et on va avoir aussi les groupes, les regroupements de chiffres identiques qui peuvent être dans des chemins de corde aussi. Fait que par exemple, des 5, si j'ai 3 5 collés, bien, ça va faire 5, 6, 7, 5 plus 6 plus 7 points. Donc, ça nous permet d'accumuler le plus de points possible et celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte le jeu. Et comme on disait, bien, il y a des choses à découvrir. Entre autres, dans Trek 12, je ne révèle rien, mais ceux qui vont l'acheter vont voir que dans la boîte, il y a une autre boîte secrète qu'éventuellement, on va pouvoir débloquer si on réussit à atteindre certains objectifs. Steve, tu as joué, on a joué ensemble d'ailleurs aussi. Comment tu as trouvé le jeu? Ben moi, je l'ai aimé dans sa simplicité, justement. C'était bien, tu sais, puis à chaque fois, mettons que tu prends un multiplicateur, ben il faut que tu le coches. Fait que, tu sais, il y a vraiment, comme tu sens l'étau qui se resserre dans tes manques d'options à un petit moment donné. Puis j'aimais ça, tu sais, pouvoir le placer puis de prendre des décisions un peu plus difficiles, mais il est simple. Puis moi, j'aime ça, des roll and write, tu sais, quand ils sont pas trop lourds. Tu sais, moi, j'ai l'impression, quand je m'embarque, moi, personnellement, dans un roll and write, c'est souvent quelque chose, je veux de quoi de léger. Puis je trouve que celui-là fait la job. C'est sûr qu'il est chez toi. Fait que moi, tu m'as fait un peu la partie d'introduction, puis je te l'ai laissé pour que tu puisses le pousser à ses limites. Mais moi, la première partie que j'ai faite avec toi et qu'on l'a essayé, j'ai bien aimé ça. J'aimais ça, ma petite carte, puis remplir, les connecter, puis toutes les placer. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Fait que pour moi, c'était un très bon roll and write Amigo. Ouais.
Puis c'est un jeu qui se joue à peu près en 15 minutes la partie, donc c'est très rapide. Actuellement, c'est mon jeu du midi là, au travail. C'est le jeu que je vais jouer sur l'heure du dîner parce que justement, c'est rapide. Une fois que les deux personnes connaissent les règles, en plus, il n'y a pas de temps d'installation. Là. Tu sors ça de la boîte, tu roules les dés, puis t'es parti. 15 minutes après, tu as terminé cette partie-là. Et moi, comme je disais tantôt, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il aurait pu arrêter là. Ça aurait été déjà un jeu très satisfaisant. Mais ils ont rajouté le volet découverte un peu, le volet tu veux atteindre certains objectifs pour ouvrir les boîtes. Je te dirais d'ailleurs, notre dernière partie qu'on a jouée, il y avait un objectif qui était vraiment très difficile à faire, puis on s'est dit, garde, je me fous que tu gagnes ou que je gagne, on s'en fout, on veut juste réussir l'objectif, on veut ouvrir la boîte. Et on a réussi, on a ouvert la boîte et c'était bien, bien le fun. Fait que ça c'est vraiment le fun. Ça te donne le goût de revenir puis de rejouer au jeu pour aller ouvrir les enveloppes, aller voir qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis c'est quoi que les secrets, c'est quoi les secrets que cette belle petite boîte-là peut révéler. Donc, non, c'est un bon jeu, j'aime ça. Et c'est un jeu aussi qui se retrouve sur BGA. Je pense qu'actuellement sur BGA, il y a la version Himalaya seulement, mais c'est un jeu qui joue très très bien sur BGA, c'est rapide, tu vas placer ton titre, tu regardes les chiffres, tu places ton chiffre dans le rond, puis après ça, c'est à l'autre à jouer. Fait que c'est un jeu aussi que j'apprécie beaucoup là, sur BGA. Fait que non, pour moi, là, un gros succès de Trek 12. Ouais, une belle recommandation aussi. Oui, que ce soit Amazonie ou Himalaya. Je pense que dans Amazonie, il y a un peu plus de secrets à débloquer que dans Himalaya. Mais dans Himalaya aussi, il y a des enveloppes à débloquer. Fait que si vous aimez le style roll and write, et puis juste revenir sur ce que tu disais, Steve, quand tu dis moi j'aime pas les roll and write lourds. Écoute, pas que j'aime pas, mais c'est moi, je suis moins. Moins ta tasse à thé. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Adrian's Wall, de Fleet the Dice Game. Oui. Ouais. J'aime ça, moi, les roll and write. Puis j'aime ça quand ils sont lourds. Mais ça, je veux dire, Adrian Wall, j'amènerai pas ça sur l'heure du dîner. On s'entend, là, tu en as pour 2 heures pratiquement de roll and write là-dedans. Mais celui-là, là, parfait pour amener un peu partout. Parfait aussi pour initier des joueurs. Fait que si c'est votre genre, je pense que vous pourriez facilement y trouver votre compte avec Trek 12, que ce soit Amazonie ou Himalaya. Maintenant, on va aller avec un jeu familial qui est le jeu Yak. Donc, oui. Côté réalisation, ça c'est un jeu qui me... Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai dit « Oh my God! » J'avais l'impression d'ouvrir une boîte de jeu quand j'étais jeune, tu sais, à Noël, tu regardais ça, genre Playmobil. Oui, c'est ça que j'allais dire, Playmobil ou Lego, les bonhommes Lego. Ah oui, non, c'est le visuel, la boîte, puis le matériel dedans, c'est comme wow, là, ils sont ils ont vraiment été sacoche, là. Ils ont fait quelque chose de beau qui tourne alentour. Dans le fond, tu as un cercle où on est tous des fabricants, on veut construire une pyramide. Et dans le fond, les yaks tournent alentour et c'est comme des gros chariots qui se déplacent avec des cubes dedans. Et on va ramasser les cubes pour pouvoir construire notre pyramide. Et là, on va jouer avec les couleurs de notre pyramide pour pouvoir connecter les différentes couleurs pour faire des points. Puis chaque chariot a besoin d'une ressource particulière. Ben, c'est plutôt une ressource qui refuse d'accepter. Je pense qu'il y avait du lait, de la viande. Puis il me semble qu'il y en avait une troisième, là, ça fait un petit bout que j'y ai joué, là, ça m'échappe, mais en tout cas, au pire, on le marquera dans la vidéo. Donc, il y a différentes ressources que les yaks ont besoin pour pouvoir donner des ressources. Et on roule comme ça jusqu'à temps que la pyramide soit terminée et que ça déclenche la fin de partie. Puis on fait des points avec les agencements de couleurs, là, si on a des couleurs pareilles qui se touchent. En fait, il y a différents objectifs à réussir. C'est ça qui va donner le scoring final de la partie. C'est un jeu qui est très simple, très accessible, très familial et très, très beau. Donc, les enfants, en partant, là, ils vont capoter sur le yak avec son petit chariot qui se promène avec ses ressources dedans, avec le petit mur qu'on construit avec toutes les couleurs qu'il y a dedans. C'est sûr que ça accroche l'œil en partant. Oui, mais moi, ma petite nièce, elle a adoré ça. J'ai joué avec, puis elle, de le déplacer, de construire sa petite pyramide, ça touche à cette clientèle-là. C'est sûr que moi, comme joueur, personnellement, avec mon groupe de jeux, c'est pas un jeu que j'utiliserais pour mes groupes. Mais une petite nièce qui vient et que tu veux sortir un jeu, ben, il est beau, elle adore ça, tu t'empiles des cubes. Donc, ça allait chercher, pour des jeunes enfants qui ont l'âge de jouer à des jeux de société, mais je trouve qu'il est dans ce créneau-là. Oui, c'est ça. Il y a une belle dose de stratégie dans le jeu, mais pas trop pour que ce soit compliqué pour eux autres. Puis même, à mon souvenir, tu peux simplifier le jeu si tu veux. Là. Tu peux enlever certains objectifs ou certaines contraintes dans le jeu qui va le rendre encore plus accessible. Moi aussi, c'est un jeu que j'ai joué. J'ai trouvé ça correct, mais effectivement, peut-être un peu trop simple à mon goût, un peu trop
ordinaire en termes de stratégie, en termes de complexité, mais pour jouer avec la famille, plus jeunes enfants, un jeu d'introduction. Tu sais, écoute, on le dit souvent, Steve, là, le jeu, à un moment donné, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit visuellement beau pour attirer les gens vers le hobby. Puis lui, il remplit vraiment cette fonction-là. Il y a peut-être un élément que j'ai trouvé vraiment agaçant dans le jeu, c'est le choix de couleurs pour les briques. Écoute, on avait de la difficulté à différencier les briques bleues pâles des briques bleues foncées, des briques jaunes foncées, des briques jaunes pâles. Ça m'a vraiment agacé. J'aurais aimé ça qu'ils travaillent un petit peu. Tu sais, je veux dire, il y en a, je pense écoute, tu peux aller jusqu'à 16 millions de couleurs. Là. Fait que je pense qu'il aurait pu se travailler à mettre des couleurs un peu plus... Vraiment opposées. Opposées. Un vert forêt, tu sais, quelque chose de... Ouais, un vert fluo, puis tu sais, en tout cas, il aurait pu travailler ça un peu. Effectivement. C'est étonnant un peu, je comprends pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je suis pas daltonien, puis j'avais de la difficulté à différencier certaines briques. J'imagine les daltoniens, là, non. Ça doit être épouvantable, puis ils ont même pas mis de symboles sur les briques non plus. Tu sais, ils auraient pu tracer des symboles pour pouvoir comme vraiment différencier les deux couleurs. Ça, pour moi, là-dessus, ils l'ont échappé. C'est étonnant parce que sur tout le reste, c'est wow. Tu sais, c'est vraiment ça accroche au niveau du visuel puis au niveau de l'iconographie. Tout ça, tout est très, très bien. Mais la couleur des briques, là, ça m'a achalé. Fait que moi aussi, c'est pas un jeu que je vais ressortir dans mon groupe de jeux, mais dans certaines occasions où on reçoit de la famille avec des enfants, tout ça, je suis convaincu que c'est un jeu qu'eux autres ils pourraient apprécier. Là. Ben moi, ma nièce, à chaque fois qu'elle vient, elle a le goût d'y jouer. Fait que... c'est un bon indicateur. Oui, c'est ça. Fait que ça l'a vraiment touché, elle, le déplacement, qu'on soit sa pyramide. Fait que ça l'a touché, cette clientèle-là, puis ça en prend. Ça en prend des jeux comme ça. Ça prend de tout, mon cher, de tout. Exact. Nous, on cherche des jeux peut-être un peu plus complexes, mais regarde, il y en a qui vont avoir besoin d'un jeu qui est look comme ça, qui est accessible. Fait que si c'est pour vous, si ce qu'on a dit ici vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Peut-être que ça pourrait être un succès chez vous. Et Steve, on va terminer ça avec un jeu pour 2 joueurs seulement. Ouais. On termine ça en beauté. Oui, parce qu'on termine ça avec un jeu, je pense qu'on a adoré les deux. Spoiler, on vous le dit d'avance. Et c'est Caverna, Cave versus Cave, un jeu du maître Uwe Rosenberg. Ouais. Et c'est un jeu qui reprend un peu la thématique du jeu Caverna, qui est le gros jeu de gestion de ressources qui ressemble un petit peu à Agricola. Ouais. Mais là, réduit à une plus simple expression, un jeu qui est fait vraiment pour 2 joueurs, un jeu d'affrontement. Et un jeu qui, pour moi, en tout cas, fonctionne très, très bien. Ah, il est bien fait. On voit que c'est vraiment quelqu'un d'expérience qui l'a monté vraiment bien. Où on a vraiment notre caverne, on a toutes les actions au centre qui se débloquent au fur et à mesure qu'on avance dans les rounds. Et là, après ça, c'est des actions communes. Fait que quand t'en prends une, l'autre n'est pas disponible pour l'autre. Exact. C'est vraiment cool, ça, comme dynamique. Ouais. Puis, c'est cette rivière, on va appeler ça une rivière, la rivière d'action. Là. Ouais. Écoute, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ces actions-là vont se débloquer. Tu as 4 manches que tu joues, puis à chaque manche, tu vas débloquer des nouvelles actions. Fait que le choix est difficile. Puis si tu en prends une parce que tu as vraiment envie de l'avoir, ben tu sais que l'autre, il va prendre l'autre action que tu voulais aussi. Fait que là, tu es là, non, il faut que je prenne celle-là absolument. Je peux pas y laisser ça. Il y a une belle confrontation, une belle interaction entre les joueurs. Puis c'est le fun aussi, Steve, de remplir sa caverne. Ah oui, c'est ça. De placer tes tuiles, puis d'avoir tes actions dans ta caverne aussi. Puis, exact. Fait que, effectivement... Puis la gestion de ressources, parce qu'il y a beaucoup de ressources dans le jeu, puis tu as une espèce de tableau que tu vas monter les ressources, descendre les ressources selon les quantités que tu as. C'est serré, là. Tu sais, à chaque fois, il te manque de ressources, tu veux une ressource de plus, fait que là, il faut que tu travailles fort pour aller chercher ce qui te manque. Tu veux tout faire, mais tu peux pas tout faire. Exact. Moi, c'est peut-être le côté que je reproche, peut-être le tableau des ressources, je l'ai moins aimé un peu. J'ai trouvé un petit peu drabe, puis tu sais, c'est des ressources que tu glisses, c'est facile de l'accrocher, de tasser une ressource, tu sais. Je pense qu'il aurait pu peut-être forcer un petit peu plus sur le tableau de ressources pour que ce soit plus fun à manipuler, puis plus précis, plus clair, plus stable. Mais à part ça, le reste du jeu, fantastique. Puis ce qui est le fun aussi dans la boîte, Steve, c'est que tu as deux airs, l'air 1 et l'air 2. L'air 2. Tu peux jouer à l'air 1, tu peux jouer à l'air 2, tu peux même démarrer à l'air 2, puis tu peux combiner les deux pour faire une plus grosse partie. Sur BGG, il parle de 20 à 40 minutes. Je pense que c'est 20 à 40 minutes pour une heure. Si tu combines les deux, là, tu vas te ramasser plus avec une partie d'1 heure, 1 heure et quart, peut-être 1 heure et demie si t'es lent un petit peu. Mais des fois, 2 joueurs, tu veux ça. Tu sais, tant qu'à t'installer pour une partie,
Ah ouais. Tu veux la mettre un peu plus longue. Puis je trouve ça cool, cette option-là, de pouvoir dire, à la limite, si tu dis, hey, on n'a pas le temps de finir, fait qu'on va arrêter ça à l'ère 1, hey, on est dedans, puis c'est le fun, ben, on embarque sur l'ère 2. C'est ça qui est exact. Cool. Puis après l'ère 1, tu fais ton total de points. Déjà, exact. Là, tu as une idée un peu qui mène pas. Puis ça va déterminer la personne qui va commencer l'ère 2. Puis là, tu restartes ça. Puis après ça, tu fais le total de tes 2 heures. Puis le meilleur joueur gagne. Écoute, non, tu sais, encore là, on reçoit un jeu pour nous deux. Fait que nous, on se partage le jeu. Il est en garde partagée. Puis ma conjointe, Nathalie, de toujours, que j'adore, était pas contente quand je t'ai prêté le jeu pour que tu l'essayes, Steve. Elle a vraiment hâte de rejouer. Elle a beaucoup aimé ça. Mais c'est bon signe, tu sais, c'est bon signe. C'est un jeu là que c'est sûr qu'il va rester dans notre collection partagée, Steve, puis c'est un jeu à 2 joueurs qui va revoir la table souvent. J'ai bien hâte de le revoir. Là. Je sais que toi aussi tu l'aimes, fait que ça va être tough, là, va falloir chicaner. On fera des échanges. Oui, c'est ça, parce que là... Je t'échange Projet L contre Caverna. Mais c'est moi qui ai les deux. Oui, je sais. Mais non, mais effectivement, c'est un bon signe quand on veut avoir un jeu. Fait que celui-là, il rentre dans cette lignée-là, qu'on aime ça, on l'aime ça l'installer. Exact. Vraiment bien. Petite note en finissant, là, je sais qu'on a beaucoup d'amateurs de jeux solo. C'est un jeu qui est, tu sais, c'est Caverna pour 2 joueurs, Cave versus Cave, mais il y a un mode solo aussi, fait que ceux que ça intéresse, je ne l'ai pas essayé, Steve non plus, parce qu'on ne joue pas beaucoup solo, là. Mais il est dedans, il est dans la boîte, donc ça peut être intéressant peut-être. Ceux qui l'ont essayé, peut-être dans les commentaires, vous pouvez nous dire si c'est un mode solo qui vaut la peine, parce que les joueurs de jeux solo ont souvent des choses qu'ils vont chercher. Souvent, Beat Your Own Score vont moins aimer ça. Ils vont aimer quand il y a un automa qui va vraiment leur donner de la difficulté. Ouais, exactement. Je me souviens pas, celui-là, le solo, c'était quoi. Mais je sais que les amateurs vont répondre rapidement. Mais bref, c'est un jeu là, à essayer, tant qu'à moi, là, si vous cherchez un hautement recommandé par les 2 pions. Oui, un excellent jeu à 2 joueurs, très stratégique. C'est pas du léger, là, dans le sens où il y a des bonnes décisions à prendre. Puis ça peut, une partie, si vous jouez il n'y a pas de chance là-dedans. Là. C'est vraiment de la stratégie pure et dure. Exactement. Donc, Caverna, Cave versus Cave, recommandé par les 2 joueurs. Les 2 joueurs. Les 2 joueurs, les 2 pions. Les 2 joueurs des 2 pions. Ben, on est 2 joueurs, fait que ça marche. Ah ouais, ça marche. Et ça fait le tour, Steve, de notre En vrac volume 8. C'était une belle épisode, celle-là. On avait du beau contenu. Vraiment, puis on avait de tout, hein, pour tous les goûts. On est convaincu qu'il y a au moins un de ces titres-là qui est vraiment pour vous. Allez vous informer, allez voir, essayez-les. Mais je pense qu'on avait une belle brochette de jeux, mon Steve. Yes, c'était un très beau En vrac. Je pense que vous allez avoir de quoi à votre goût. C'est certain. Oui, puis comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, faites-nous des pouces en l'air. On aime ça, c'est notre paye. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé quand on va publier des nouvelles vidéos. Puis laissez-nous des commentaires, comme on dit à chaque fois. On se répète, je sais qu'on se répète, mais on aime ça vous lire, on aime ça savoir les jeux que vous avez bien aimés, votre 1-2 joueurs que vous préférez ou votre jeu lourd préféré. Donc, je pense qu'on aime toujours ça, savoir ce que vous en pensez. Tout à fait. Fait que sur ça, à la prochaine tout le monde. Ciao!